Bonsoir et bienvenue à tous. L'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, vient d'annoncer la rupture avec le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Le parti de Bello Bouba Maïgari dénonce la corruption, la malgouvernance et surtout le non-respect des engagements communs définis dans la plateforme d'action gouvernementale conclue le 28 novembre 1997 et annonce la candidature de son leader pour l'élection présidentielle à venir. Cette critique acerbe du régime du renouveau intervient après celle faite il y a quelques jours seulement par un autre dignitaire politique, lui aussi originaire du Septentrion, Issa Tiroma Bakari. Dans une lettre de 24 pages qu'il a adressée aux Camerounais au lendemain de sa démission du gouvernement, le désormais ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dénonce la confiscation du pouvoir, les abus de toutes sortes, le mépris, le chômage endémique, les injustices, l'immobilisme qui caractérise le régime actuel et appelle au changement, et par la même occasion annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Pour quelles raisons des alliés peuvent ainsi mettre fin à pratiquement 3 décennies de collaboration avec le parti au pouvoir? Quels signaux envoie-t-il? Qu'ils soient tous originaires de la partie septentrionale du Cameroun, est-il un simple hasard ou la mise en route d'un projet commun? Est-on dans un projet de retour du pouvoir dans le septentrion, selon la prophétie du ministre Amadou Ali de regretter mémoire? Quelles peuvent être les implications de ces mouvements sur l'élection présidentielle à venir? Pour décrypter cette problématique, nous donnons la parole ce soir à un dignitaire politique, lui aussi originaire de la partie septentrionale du Cameroun. Connu et reconnu pour son franc-parler, ce fils de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Nord, par ailleurs président de l'ONG Justice Plus, est l'invité de la vérité en face sur Equinox Télévision ce soir. El Hadj Aboubakar Ousmane Mé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Duval. Et merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Merci, c'est à moi de vous remercier et à vos nombreux téléspectateurs. Je dis merci de me suivre et de m'écouter. Merci donc d'être là pour conduire cet entretien. Nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening. Bonsoir Duval, good evening viewers, a very warm welcome to you all to this edition of La Vérité en Face. Today we're analyzing the struggle to kick out or better still overthrow the more than 4-decade-old regime of the President of the Republic, Paul Biya, qualified as a corrupt and failed regime. The strive for change in Cameroon's governance mechanism and the poor and even precarious living conditions of many Cameroonians, the rupture between the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, and some of its major allies, notably the Cameroon National Salvation Front political party of Issa Tiroma Bakari and the National Union for Democracy and Progress, NUDP, of Minister Bello Bouba Maïgari, a few months to the forthcoming presidential election, and announced candidacies of one former minister, Issa Tiroma Bakari, because he resigned as Minister of Employment and Vocational Training, and another candidacy of another minister who is still on duty, Bello Bouba Maïgari. And our guest tonight is El Hadj Aboubakar Ousmane Mé, politician, president of the Cameroon National Alliance and the non-governmental organization Justice Plus. Welcome to the program. Merci, bonsoir M. Babilas. Right, let's start with your political convictions, which are in opposition, that is opposed to that of your father, who is a former governor and a former confidant, so to speak, of the first president of Cameroon, Amadou Ahidjo, and that of your brother, who is the Minister of Économie. Merci d'avoir complété la présentation, Jonathan Babila. Gilbert Bissay, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir Babila Jonathan, bonsoir à notre invité. Bonsoir madame. Right, so let's start with your political convictions, which, as I said earlier, are totally opposed to that of your father, who was a former governor and a close ally of the President of the Republic, or the first President, Amadou Ahidjo, and then President Paul Biya, who is back today, and your brother, who is the Minister of Economy, Planning and Regional Development. Tell us more about this political conviction. Why did you take this stand that is opposed to that of your brother, which is contrary to public opinion in Cameroon today, which holds that you should be able to follow the path of your father or your family or things like that? We heard Meka recently telling Professor Abba, you know, that respect the memory of your father, who was a CPDM mayor. You are
kind of violating his memory somehow by speaking or standing against the regime of President Paul Biya? C'est juste un droit constitutionnel. Vous avez la libre expression, la libre opinion, vous adhérez au mouvement politique qui vous convient. Et il se trouve donc que j'ai usé de ce droit constitutionnel. Et compte tenu donc de ma vision des choses, et notamment les difficultés que le pays endure, qui sont réelles, qui ne sont pas feintes. Tout le monde les vit, les subit. Compte tenu de tout ça, j'ai donc analysé et opté pour l'opposition. L'opposition face à un régime, un système qui, dès le départ, a présenté, n'est-ce pas, beaucoup de signes de faiblesse et de tâtonnement et un manque de patriotisme visible. Je ne pouvais pas marcher avec des gens comme ceux-là qui, à mon avis, à mon sens, ont d'autres priorités que celles, n'est-ce pas, patriotiques. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, mon père, vous le soulignez, vous revenez là-dessus, c'est récurrent, mais il n'a jamais été un militant d'un parti politique, quel qu'il soit. Jamais. Alors, mon frère, lui, par contre, il a atterri, je crois, par le sommet, sans avoir milité. Il est venu donc du monde des affaires, et là, maintenant, il a dû certainement, je suis convaincu aussi, parce que nous voyons tout ce qui se passe aussi, comme tous les autres, il a dû prendre sa carte maintenant, donc ça, il en a le droit. Of course, your father was not a militant, as you said, but he was close. He was close to the first president, Amadou Ahidjo, and that trust continued to President Paul Biya. And your father was the board chair of the National Social Insurance Fund till he died. That was in 2016 or so. So there was that close collaboration. But you are opposed to the regime. Non, non. Enfin, pour ceux qui connaissaient déjà mon père, je l'ai souligné quelques fois d'ailleurs, il a été de façon téléphonée envoyé à la CNPS, parce que c'était sans son avis. Et quand il est arrivé là-bas, à un moment donné avec Ngo, il ne s'entendait pas beaucoup, il voulait partir. Et c'est Amadou Ali, vous avez rappelé, n'est-ce pas, ce nom, qui est un grand nom quand même pour le Cameroun. Et c'est Amadou Ali qui l'a convaincu de rester, parce qu'il n'en voulait pas. Alors, et pour tout dire, à la fête des armées en Gaoundéré, je crois en 2000, le président Biya l'a reçu et il lui a demandé de le libérer. Il ne voulait pas continuer à travailler dans ces conditions. Et le président Biya lui a dit non, écoute, parce qu'il venait de nommer Motazé et Madame Gatchou, paix à son âme, et il lui a dit, bon, écoutez, trouvez-leur, Monsieur le Président, un PCA dynamique jeune. Ça ferait une très bonne affaire pour la CNPS. Et c'est le président qui l'a repris en lui disant, je vous ai envoyé ces jeunes pour que vous les formiez. Voilà comment il reste donc à la CNPS. Il est mort en 2016 étant PCA. Hadj Aboubakar, en 2018, dans une interview, vous déclariez, je cite, faire partir Paul Biya est notre plan. Nous sommes en 2025. Paul Biya est toujours au pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre stratégie? Merci de me reprendre sur cette question, parce qu'elle reste d'actualité. En 2018, nous n'avions pas dit à telle date nous le ferons partir. Nous ne l'avons pas dit. Il y avait donc un ensemble d'opérationnalités qu'il fallait mettre en place. Et nous y sommes. Qu'il le veut ou non, il partira. Et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira. Je ne voudrais pas courir plus vite que la musique, mais nous sommes, je peux vous certifier, nous sommes à peu près à 80%. Qu'est-ce qui peut fonder cette conviction? Vous parlez avec beaucoup d'assurance. Je parle de ce que je sais.
Je parle de ce que je sais. Je parle parce que quand vous êtes à l'intérieur de la communauté camerounaise, au sein même de la patrie, quand vous entendez les cœurs battre, vous savez à peu près où vous en êtes avec cette affaire de retour ou de départ de Biya. Nous vivons la réalité des choses avec des populations complètement isolées et qui n'en veulent plus. Et c'est ce qui fonde donc l'homme politique. C'est côtoyer dans ces populations-là. La mesure, si vous voulez, le thermomètre, il est XXL. Je me rappelle, le cardinal Toumi, une fois, était très étonné, il disait ça publiquement, qu'il ne comprend pas comment le Cameroun tient encore debout avec tout ce qu'il voit. Vers son âme, il est parti. Mais je crois que nous allons vivre dans le départ de Biya. Mais la situation que vous décrivez, elle n'est pas nouvelle. La situation des frustrations, les guerres fratricides dont parlent certains, ça dépend de la où vous mettez le pauvreté curseur. et tout ce que vous imaginez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut permettre qu'aujourd'hui, effectivement, on pense que c'est bon? D'accord. Vous êtes un analyste politique, hein. Je ne vous apprends rien. La mesure se prend déjà par le côté l'horloge biologique. Le président Biya a 93 ans. Vous voyez cette fatigue naturelle qui le déconnecte des leviers du pouvoir, qui sont automatiquement manipulés par d'autres individus qui n'ont aucun mandat. Et ceci crée donc un trouble de la gérance même des institutions qui fait que la déconfiture, comme on dit, l'œuf pourrit toujours de l'intérieur. L'œuf pourrit de l'intérieur. Nous en sommes là et vous n'êtes pas obligé d'être un savant pour comprendre que cette affaire est arrivée à terme. Déjà l'âge, puis les conséquences du fait qu'il n'est pas très présent, qu'il est même plutôt absent, et la fatigue politique. Le RDPC date de 85, mais le RDPC a un ancêtre, l'UC, qui a donné dans l'UNC, et ben, forcément, il faut quand même accepter que les choses s'écroulent un peu de ce côté aussi. Alors, il y a la jeunesse qui n'en veut plus, la jeunesse qui veut autre chose. Et ça se sent, ça se ressent. Alors tout ça mis ensemble, vous garantit que ce monsieur n'en a plus pour longtemps. Et comme il faut passer par des moyens, des instruments, n'est-ce pas, institutionnels, et nous sommes en train d'achever donc de mettre ça en place. No, you said that you and other leaders are working to establish a coordination platform that will bring together political parties, civil society organizations, and other resource persons. And the objective of that organization or that platform is to kick out the president of the republic or the Biya regime in within a time lapse of 15 months or so. How far have you gone with that? Alors, déjà, nous sommes un pays à plusieurs facettes. Il y a plusieurs esprits complètement différents, parfois même opposés, mais presque toutes intelligentes. Ces entités sont presque toutes intelligentes. Vous ne pouvez pas aller réveiller quelqu'un pour lui dire viens courir, il court. Non, c'est des gens avec qui il faut discuter, il faut rassurer. Et il faut partager beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça marche. Ça marche. Je vais peut-être vous surprendre parce que il y a le groupe de Douala, tenu par Sambaka, tenu par Anissé Kani. Cet après-midi, nous avons passé beaucoup de temps ensemble pour voir dans quelle mesure faire jonction, discuter avec d'autres. Et ça réchauffe un peu les cœurs. Et si vous vous rappelez, en 91, Douala était pour quelque chose dans les mouvements. Alors, nous pensons que tout le monde a sa place
Et c'est pourquoi, comme vous l'évoquiez tantôt, il faut procéder par fusion, ralliement et beaucoup de discussions. Nous sommes dans ce cadre-là, nous avons validé la structure CGT, une centrale que nous avons dénommée CGT parce que Centrale Générale pour les transformateurs. Transformateurs veut dire ceux qui veulent le changement. Et comme il y a beaucoup de coordination, de coalition et tout, nous avons préféré le mot central parce que ça regroupe un peu tout le monde. Donc la CGT a discuté aujourd'hui même avec Sambaka et Anicet dans le cadre du groupe de Douala. Et nous sommes en discussion avec d'autres, plusieurs partis politiques. C'est pas facile, hein, je vous avoue, c'est pas facile, mais on essaie d'avancer dans ce sens-là. Et parlant justement des partis politiques, il y a cette plateforme, l'APC, l'Alliance pour le changement, qui a validé la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que votre parti, l'ANC, peut se joindre à cette plateforme pour atteindre justement votre objectif? Oui, l'honorable Nietzsche, nous nous étions vus à Yaoundé sur sa demande. Nous nous sommes retrouvés. Vous le savez, très intelligent aussi, monsieur l'honorable. L'honorable m'a expliqué en tout cas son fondement. Et je lui ai dit, nous pensions aussi la même chose. Sauf que à la convention de Kamto, je me souviens, j'étais convié, et ben, il a annoncé de façon publique que l'APC était donc, avait donc pour choix de candidat Maurice Kamto, ce dont nous n'avions pas parlé au préalable. Et ça a donc refroidi un peu l'environnement, n'est-ce pas? Et depuis lors, je ne l'ai plus revu. Et je vois, n'est-ce pas, d'autres tendances. J'ai discuté également avec le professeur Billet, dans le cadre de sa structure. Et ben, il y a donc un refroidissement sur tous les bords. Mais nous restons donc disponibles, très ouverts, pour tout le monde. Notre combat, vous l'avez souligné, faire partie bien, c'est notre plan. Notre plan, c'est libérer l'espace politique pour que les jeunes, de façon utile, s'intéressent donc à la chose, pas de façon intéressée. Et c'est pas facile à faire vu, n'est-ce pas, les habitudes qui se sont donc implantées, qui sont difficiles à déraciner. Mais nous y arriverons, c'est question de quelques mois. And the last time we had this conversation with you, you were saying that there was to be a gathering, I think in July or so, in which a leader was to emerge. There was supposed to be a come together where you decide on who will be the leader of this platform. Non, non, la politique c'est un rapport de force. Le plus fort va prendre. When is that meeting going to take place? Is it going to take place this July? On discute. Et vous savez, il ne faut pas oublier la diaspora. Ce que fait d'ailleurs le professeur Kamto, ce qu'il fait extraordinaire. Aller soulever quand même les Camerounais comme ça, qui sont un peu en déperdition. Ils ont un pays, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui s'y passe. Donc il faut compter avec tout le monde. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, mais ça va aller très vite. Rassurez-vous, on a les épaules pour porter ça. Et je répète, je le dis à qui veut l'entendre, nous allons le faire partir. Aussi simple que ça. We have just a few months to the forthcoming presidential election. C'est le temps qui est à courir. On va courir ce temps-là. On a patienté 43 ans, 3 mois, c'est pas rien, c'est rien pour nous. 3-4 mois, ça va aller. Alors, vous avez annoncé il y a quelques mois, c'était au terme de la rencontre de Garoua. Il y a eu dans cette rencontre à Garoua et c'était le 18 juin 2024. Ensuite, il y a eu la suite de cette rencontre à Ngaoundéré, le 7 juillet 2024. Et au terme donc de ces différentes rencontres, vous avez publié un certain nombre de résolutions qui pouvaient être considérées comme votre feuille de route au niveau, n'est-ce pas, de cette coordination pour le changement du Cameroun. Et par la même occasion, vous aviez annoncé votre candidature.
Vous la maintenez, cette candidature, pour l'élection présidentielle? Tout à fait, je la maintiens. Mais elle est sortie de façon précipitée parce que après le 18 juin à Gawa, nous avions été infiltrés par les franquistes. Nous avions donc des membres de la coordination qui travaillaient au solde de Franck. Et quand nous l'avons su, il a fallu donc court-circuiter donc cela. Et évidemment, ça a explosé l'appareil. Ils sont partis. Et on a essayé de retisser, ça n'a pas marché. Donc là maintenant, on a rebondi avec la CGT. Et donc on porte les mêmes projets. Être candidat ne veut pas dire forcément qu'on sera élu, enfin investi par l'opinion. Candidater, tout le monde peut le faire. Mais si la base dit ok, il faut y aller, on y va. Vous avez été infiltré, la coordination a explosé. Oui. Est-ce que ce n'est pas un faux départ dans un projet sérieux comme celui de renverser un régime? Ben, vous savez, il y a la politique, elle est ainsi faite. Il y a des commerçants politiques, il y a des hommes d'affaires politiques, il y a des hommes politiques. Et au départ, il y a toujours cet assemblage, cet alliage qui est parfois inconséquent. Et quand vous vous rendez compte, si c'est avant l'échéance, vous avez beaucoup de chance. Mais c'est après l'échéance que c'est un souci. Donc nous nous sommes rendus compte très vite qu'il y avait des soucis et nous avons donc réglé le problème. Autrement dit, vous annoncez votre candidature, mais vous dites qu'il est possible que, en association avec d'autres formations politiques, d'autres courants, que vous puissiez revenir sur votre position et porter quelqu'un, peut-être qui serait peut-être plus, je sais pas, plus charismatique ou plus populaire. Vous avez une idée sur le profil, sur le casting, sur les personnes susceptibles de porter ce projet dont vous parlez? Retenez que c'est le terrain qui impose la stratégie, je le dis toujours. Pour l'instant, dans le cadre donc de nos démarches, je maintiens que ma candidature demeure encore. On verra ce que le terrain va nous imposer. Mais El Hadj Aboubacar, on a l'impression que votre parti ne travaille pas sur le terrain. On voit d'autres formations politiques, le MRC, le FSNC, on voit le PCRN, mais votre parti, l'ANC, on ne le voit pas sur le terrain. Comment est-ce que vous comptez faire partie du chef de l'État, Paul Biya, si jamais vous ne ratissez pas large sur le terrain? Il n'y a pas un parti qui a été aussi dynamique que le MRC. Aussi dynamique, il n'y en a pas. Et le résultat est celui que nous avons. Donc il faut savoir avancer. Nous avançons masqués. Il y en a qui avancent à découvert, visage découvert. Donc on n'a pas les mêmes stratégies. Comment pouvez-vous avancer masqué? Expliquez-nous ça. How can you be moving on the ground in a political game that is supposed to bring together the people, because it's not about you, it's not just about the leaders, but it's even more about the people who are going to vote, who go to the polls to say, okay, I'm choosing this leader or this other leader. So if you are advancing under the ground and the people may not know you, the people may not even know what you're offering, what you're coming to do, how will they vote for you? Monsieur Babilas, mais alors, si on ne le dit pas déjà en externe, c'est pas sur les médias qu'on va le dire. On ne peut pas donc considérer que nous existons et c'est au pied du mur qu'on reconnaît le bon maçon. On verra bien. Et l'actualité d'ailleurs facilite cette approche, cette compréhension, l'actualité. Vous avez vu, nous avons toujours dit que l'électorat la plus puissante qui contribue à ce que le président Biya demeure où il est, c'est celle du Grand Nord. Et celle du Grand Nord parlant de l'opposition qui a basculé, n'est-ce pas, dans l'escarcelle du régime, eh ben, l'opinion a manifesté sa déconsidération. Aujourd'hui, vous voyez comment ça a explosé. C'est un travail, on ne crie pas sur les toits, on communique entre nous, on discute. Et ça ne va pas.
on apprécie les infrastructures, les conditions de vie, on apprécie tout ça, les injustices. Et ça a rattrapé tout le monde. Sans tambour ni trompette, juste en communiquant. Est-ce que vous êtes en train de conclure que la région septentrionale, le Grand Nord, selon votre expression, sera la rampe de lancement du départ ou du renversement du régime actuel? Moi, je lui donnerai d'ailleurs un conseil, le président Biya. Je lui donnerai ce conseil. Il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il faut savoir quitter les choses. Là où c'est parti, dans le Grand Nord, nous on est même un tout petit peu en retard par rapport aux Nozo. Eux c'est la bagarre, ils sont déjà dans la bagarre. Alors, mieux vaut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il a 93 ans. Nous le respectons en termes de personnes âgées. Mais s'il persiste, s'il insiste dans sa logique, eh bien, la politique, à un moment donné, vous n'avez pas la maîtrise des choses. Parce que quand le peuple décide quelque chose, quand le peuple décide de vous sanctionner, parfois ça peut être brutal. On oublie l'âge. Alors, nous sommes, comme on dit, des Africains bien élevés, bien éduqués. Nous l'avons respecté durant tout ce... malgré tout ce qu'il y a eu. Mais qu'il ne continue pas dans ce sens parce qu'il risque de payer très cher. C'est ce que je peux dire. Pour dire quoi concrètement? Parce que quand vous dites qu'il risque de payer cher, et vous donnez un conseil... Il risque de payer cher parce que j'ai pris en amont, j'ai pris la zone du Nozo. Vous voyez la poussière qu'il y a là-bas. Et au nord, l'actualité brûlante est là. Ces coactionnaires du régime, si on peut le dire ainsi, le ministre d'État Bello, le ministre Chiroma, qui étaient ses proches collaborateurs, en termes politiques bien sûr, ont décidé de le lâcher parce qu'il y a plusieurs éléments dont sûrement ils ont parlé, mais qu'il n'a pas pu honorer. Et ça, nous leur avons dit depuis fort longtemps. En temps, les déceptions sont légion. Les désaveux sont légion. Les injustices, ça ne se compte pas ces choses-là. Donc, il vaut mieux partir. À vous entendre parler, on a l'impression... Il vaut mieux que le président Biya s'en aille. Parce que le Nord, vous dites qu'on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Oui, ce n'est pas la seule façon de faire le bruit. Je me rappelle toujours du ministre Gargaman Ali, un jour, il disait, c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on n'a pas mal. Oui. Donc, les grandes douleurs sont muettes. Je sais de quoi je parle parce que je suis du terroir. Je vais, je viens, mais je suis plus là-bas au nord. Il persiste. Avec un exemple patent, vous prenez quand Ndongo arrive à Kousséri, dans l'orgueil de l'homme que vous connaissez, il s'est fait humilier publiquement. Et c'est les gars de son parti. Et c'est nos frères. Moi, je n'étais pas content parce qu'il y a des choses qui se passent dans le Logo-Nechari. Je pense peut-être de Coq Alan, mais il y a des cas extrêmes de violence dans le Logo-Nechari. Et les Boko Haram sont là-bas. Si les militants du RDPC là-bas ne peuvent même pas soumettre leur doléance pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, face à un Premier ministre qui est là grâce à leurs œuvres, eh bien, je dis, c'est pas sérieux. Heureusement, ils lui ont fait sa cache.
ça nous a plu. Vous évoquiez tout à l'heure cette visite du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, à Kousséri. Était-ce un message que le Nord était en train d'envoyer au chef de l'État au regard de ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu plusieurs messages. Il y a eu plusieurs messages. Mais ce volet-là, celui de Kousséri, c'était une humiliation que Ngongo a tenté de nous fournir là, hein, de produire à Kousséri. Et les gars ont dit ça ne passe pas. C'était une humiliation. Les gars se sont préparés pour le recevoir. Bon, je me mêle un peu de leur affaire, mais je dis c'est des maires et tout ça, des élus. Bon, ils s'étaient préparés pour le recevoir et en bonne et due forme. Et puis expliquer les difficultés auxquelles ils font face, notamment sécuritaires. Parce que vous avez suivi, après, ils sont allés piller et incendier la maison du maire de Hili Alifa. Ils sont revenus 3 jours après encore ramasser ses bœufs. Je parle des Boko Haram. Alors donc tout ça fait qu'il y a de l'insécurité que ces messieurs voulaient lui expliquer. Et il dit qu'il n'a pas de temps. Oui, pour être tout à fait complet cette actualité, il faut quand même noter que malgré cela, il a dû passer la nuit et le lendemain faire. Enfin, ça s'est imposé à lui, c'était pas son calendrier. Ouais. Je veux dire que pour être tout à fait complet sur cette actualité, il faut noter qu'il a quand même fini, n'est-ce pas, par recevoir ces élites avec lesquelles il a discuté sur des questions qui étaient donc proposées dans le cadre de cette visite-là. Alors, je voudrais peut-être qu'on continue sur cette lancée, puisque vous évoquez la situation dans le Septentrion et surtout la question en rapport avec l'actualité politique, le Septentrion, le Nord, avec Julien Berthé-Bissaye, cette démission de Issa Tiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui cette semaine, on va le dire, a jeté l'éponge et dans le même sillage a, on va dire ça comment, annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Quelle analyse faites-vous, El Hadj, et quels commentaires? Est-ce que ces démissions vont reconfigurer la politique nationale au Cameroun? Vous savez, c'est deux problématiques. Hein. Il y a la démission du gouvernement et il y a la candidature. C'est deux choses. Le facteur démission est quelque chose d'assez beau pour l'opposition. Parce que quand les militaires sont en guerre, parfois, pour comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, on envoie capturer les militaires d'en face. Et ça ne sert à rien de prendre un sous-gradé. Il vaut mieux prendre un bon gradé et puis on le trimballe et c'est à lui qu'on pose des questions. Donc quand on a un gradé comme Tiroma qui quitte, le ministre Tiroma qui quitte les rangs du pouvoir en place pour regagner la case opposition, ça c'est un grand coup pour l'opposition. Et il faut le féliciter pour ça. Il faut le féliciter. C'est pas tout le monde, parce que vous voyez Momo, quand certains de vos collègues lui ont posé la question, il dit mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Par contre, celui-là est parti. Ça c'est d'une. De deux, le côté candidat. Chacun verra ça comme il veut. Et de mon angle de vue, c'est quelque chose qui est assez difficile à départir du bilan du régime. Quand vous avez servi un régime comme celui-là, durant toutes les périodes qu'il y a eu, les périodes de vagues, et pendant des années, plus d'une décennie, vous êtes porteur du bilan. Vous devez répondre de ce bilan. Et comme nous visons à mettre ce régime-là dehors et procéder par des audits pour que le peuple sache qui a fait quoi, nous ne pourrons pas démêler les nouveaux venus dans l'opposition qui ont collaboré de ceux-là qui veulent la justice. Donc, lui ainsi que le président Bello d'ailleurs, ça pose problème.
ça pose problème. Vous avez le point 1 de Bello qui parle de, dans sa note, qui parle de des tueries entre des guerres fratricides. Des guerres fratricides dont je parle. Donc là, j'imagine qu'il il parle du Nozo. Vous avez le point 4 qui parle de la corruption. Mais ça fait 27 ans qu'il est assis là. Si donc il faut juger ces corrompus, il ne peut pas s'en départir. Puisque cette période, il l'assume aussi. Et comment voulez-vous que cela passe sous silence pour des gens qui veulent le changement? On ne peut pas passer ça en perte et profit, c'est pas possible. Well, before we Laissez-moi, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, que ce soit Bello ou Chiroma, ils ont des comptes à rendre. Et tant que ces comptes ne sont pas rendus, on ne peut pas leur donner carte blanche pour diriger encore ce pays. On se comprend? Alors, c'est bien. La base de l'UNDP a fait un excellent travail en poussant le président Bello à aller de ce côté-là. Mais ils auraient dû simplement susciter d'autres candidatures à l'intérieur des appareils, parce que eux, ayant été pollués certainement par l'aspect corruption, l'aspect, donc il y a beaucoup de choses. Donc pour éviter ça, bon, c'est pas trop tard, ils ont juste annoncé les candidatures, ils ne sont pas encore investis. Hein. Donc ce que je dis, parce qu'elle a dit quelle est mon analyse, n'est-ce pas, de la situation. Donc je pense que ce serait très beau de dire, ok, passer, nous on va attendre encore à l'ombre en attendant que les choses soient plus claires. Right, I wanted to ask you about the fact that there are many who are questioning the sincerity. The sincerity in Minister Issa Chiroma Bakari's resignation, the sincerity of his candidacy, and they're highlighting the inconsistency that has characterized his political trajectory to now. He was in the opposition yesterday, a hard critic of the Biya regime, and then later on he became a defender of the same regime, telling us even here on Equinox Television that President Paul Biya is omnipresent, and he is even one of the people who denied the existence of the Anglophone crisis. And now he turns over to say, okay, he goes back to criticizing the same regime that he was defending yesterday. What's your take on these worries that the people are expressing with regards to the sincerity of the actions of Minister Issa Chiroma Bakari? Je connais très bien le ministre Chiroma. Je le sais, très politique, très fin politiquement, très fin, oui. Et l'acte qu'il a posé, les actes qu'il a posés, relèvent, c'est vrai, de quelque chose de bien mûri. Personnellement, je l'ai vu à Paris, environ 2 ans. Je l'ai vu et je lui ai demandé de quitter le gouvernement. Il était un peu malade et on a échangé. Mais il m'a dit, pour le moment, il est dans le bateau encore. Il va accompagner le président Biya. C'est dire que son amour personnel a certainement été touché quelque part. Ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai eu à lui dire, et sa réponse. Entre cette période-là où il m'a convaincu de ce qu'il ne pouvait pas aller dans le sens que je lui recommandais, et la date de sa démission, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que juste avant la démission, on s'était encore vu. Et ce monsieur est sincère. Ce qu'il a dit, il le dit de plus profond de lui-même, mais je ne suis pas là pour porter ses intentions ou ses objectifs à porter. Donc, il a certainement vécu des choses qui l'ont convaincu d'aller dans ce sens-là.
Néanmoins, nous n'avons pas, nous, la possibilité de le défendre aux yeux de l'opinion. C'est ces actes qui le défendront. C'est, comme vous le disiez tantôt, s'il est sincère avec le peuple, si ce qu'il dit a, n'est-ce pas, de la vérité là-dedans, la véracité, n'est-ce pas, de se dire, on verra, on jugera. Pourquoi maintenant? Pourquoi partir maintenant? Oui, je dis, entre moi, personnellement, le moment où on s'est vu à Paris et il a refusé d'aller, et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Je ne suis pas porteur de ce qu'il a comme message ou intention de faire de façon définitive, mais je suis sûr que le ministre Chiroma sait où il va et il sait pourquoi il est parti. Ce qu'on sait de façon globale, c'est que le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, ne facilite la tâche à personne. Et dans ces choses-là, personne n'est dupe parce qu'ils ont signé des contrats avec le président Biya, pas avec l'appareil administratif. Donc le président Biya est général dans son parti, eux ils sont des généraux dans leur parti aussi. La liaison aurait été entre les deux. Il me souvient que Dakolé à l'époque, paix à son âme, il voulait rencontrer le président Biya. Il l'a renvoyé chez Achidi, il l'a renvoyé à gauche, il a refusé, il dit je n'y vais pas. Au point où il me dit, il a finalement obtenu un rendez-vous avec le président lors d'un match de la finale de la Coupe du Cameroun, à la mi-temps, 15 minutes. Il a dit ce qu'il avait à dire et puis il est parti. Donc c'est des gars qui savent ce qu'ils veulent. What's your reading of his 24-page letter to Cameroonian, in which he makes a kind of diagnosis of the current situation of the country, praising the regime of President Amadou Ahidjo and condemning or better still criticizing the regime of President Paul Biya and blaming it for the current poor socio-economic situation of the country, and highlighting a series of things in those letters, in those pages. Je crois que vous avez bien lu sa note, non? C'est son vécu. Hein, c'est son vécu et c'est son analyse personnelle. C'est propre, c'est pur. C'est du pur Chiroma, ça. Donc je ne m'attarde pas sur ce qu'il pense, ni sur ce qu'il veut, parce que nous, on a autre chose à faire. Right. So, about the fact that he's saying that 2025 is a historic opportunity. This is one of the issues that he highlighted in the letter, that 2025 is a historic opportunity for Cameroonians to bring about the so much needed and talked about change. Do you see this coming? I know that you have said earlier that President Paul Biya will go, and you are so sure about it. But when you look at the way things are going, your candidacy is still there. Minister Issa Chiruma's candidacy is there. Minister Bello Buba's candidacy is there. And then there are others who are declaring. Of course, the election organizing institutions will determine and publish a list later. But when you look at all of this happening, are you still convinced that 2025? Bah, peut-être que vous ne voulez pas m'écouter. Enfin, vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Le ministre Chiroma, le ministre Bello, ça c'est leur affaire. Ils auront certainement des rendus à faire au peuple. Mais nous n'allons pas rater l'occasion. C'est pas possible. Et tantôt elle disait que nous n'avons pas pignon sur rue. C'est notre stratégie. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. On n'est pas obligé. Et nous collaborons avec tout le monde. Je vous ai parlé du groupe de Douala. Il y en a d'autres. Il y a des jeunes qui sont avec nous. On travaille sur la communication. Et probablement, nous sommes le 29 aujourd'hui. Donc en début juillet, nous allons occuper donc
en tout cas la communication va se faire sentir. Parce que je crois le corps électoral, on a encore 2 semaines maxi, hein, je crois. 2 semaines. Donc nous sommes en train de discuter. Et parfois des nuits. Et c'est quand il y aura donc quelque chose de potable que vous nous verrez comme ça. Pour le moment, vous ne dévoilez pas la stratégie, c'est ça? Une bonne stratégie, même un projet, quand vous le dévoilez, c'est déjà vendu. Et là, nous sommes dans une stratégie de conquête du pouvoir. Et vous savez, quand il y a une transition, il y a toujours des secousses. Il y a des secousses. Nous essayons donc de stabiliser les choses de manière à ce que, l'heure venue, qu'il n'y ait pas de dégâts. El Hadj Ousmane Mey, nous proposons de marquer une pause dans cette émission La Vérité en face. Et juste derrière cette pause, nous allons revenir donc sur cette actualité brûlante, bien que vous estimez que ce sont leurs affaires, mais on voudrait bien avoir votre lecture, puisque cela va forcément impacter la prochaine élection présidentielle. On voudrait bien savoir quelle est la mécanique que vous comptez mettre en place pour atteindre l'objectif que vous avez indiqué au début de cette émission. On marque une pause dans cette émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Retour sur le plateau d'Equinox Télévision, notamment dans cette émission La Vérité en face, où nous recevons Aboubakar Ousmane Mey. Il est le président de l'ONG Justice Plus. Il est également un homme politique originaire de la partie septentrionale du Cameroun. C'est un homme connu et reconnu pour son franc-parler et pour ses critiques acerbes envers le régime en place. Avec lui, nous essayons de comprendre le sens de l'actualité, une actualité marquée par la démission, si vous voulez, la rupture entre 2 figures politiques importantes du Cameroun, Issa Thirouna Bakary et Bello Bouba, avec le système RDPC en place. Nous essayons de comprendre le sens, n'est-ce pas, de ces manœuvres et surtout l'implication que cela pourra avoir sur la prochaine élection présidentielle. Sur cette question, justement, Aboubakar Ousmane Mey, la préoccupation que beaucoup peuvent avoir aujourd'hui, c'est quels peuvent être les avantages ou les inconvénients de ces mouvements. Si on reste par exemple sur le cas Issa Thirouna Bakary, qu'est-ce que ça peut avoir comme inconvénient ou comme avantage pour le peuple du changement dont vous réclamez? L'avantage sera donc pour le peuple du changement, l'avantage du ralliement d'un général, je l'ai dit. Par contre, pour lui-même, s'il a cette ambition, comme il l'a d'ailleurs dit, d'être candidat, ce ne sera pas facile pour lui, puisqu'il porte avec lui, n'est-ce pas, les années, n'est-ce pas, d'exercice, les années, n'est-ce pas, on peut dire de complicité avec le régime. C'est de la complicité, parce qu'il y a quand même des trucs qu'ils ont signés entre eux. Et pendant ce temps, le point 1 de Bello revient justement, parce que les gens sont morts entre-temps. Maybe before you go forward, let me just precise that I listened to Minister Issa Thirouna Bakary in one of his interviews recently this week, and he said that he didn't sign any agreement with neither the President of the Republic or the CPDN, but he just decided to support the regime. Le contrat peut être non écrit. Right. Voilà. Donc, tantôt je disais donc, en temps, la guerre a continué dans le Nozo. En temps, la décrépitude a continué dans le Grand Nord et ailleurs, et même dans le sud natal du président. Les gens continuent de souffrir. Et puis, tout d'un coup, il y a volte-face. Et puis,
Bon, ça ne passe pas. C'est difficile à expliquer. Vous ne pouvez pas convaincre les gens. Par contre, le ralliement dans le côté de l'opposition, ça fait quand même... on peut dire quand même qu'il y a de la repentance. C'est bien. Parce qu'on dit, même Dieu pardonne. Donc s'ils reviennent dans l'opposition, ce serait bien. Mais venir avec l'intention de se faire suivre, c'est ça qui est difficile. Les gens ne vont pas accepter ça. C'est difficile à convaincre. Alors, donc, s'il a signé des engagements écrits ou même pas écrits, d'abord, ça le regarde. Sauf que maintenant, il doit rendre compte, puisqu'il veut travailler pour le peuple. Vous, en tant que fils du Nord et opposant, est-ce que vous êtes du même avis que des milliers de Camerounais qui pensent que le ministre Issa Chiroma Bakary et le ministre d'État Bello Bouba jouent le jeu du régime pour fragiliser l'opposition et maintenir Paul Biya au pouvoir? Bon, même s'ils le font, c'est peut-être de façon inconsciente, parce que c'est des gens que je connais quand même. Ils ne peuvent pas descendre jusqu'à ce niveau de bassesse. C'est ridicule. Les deux ont plus de 75 ans. Ils ne peuvent pas se faire manipuler hein, dans ce sens-là précisément. Et ils ont fait des choix difficiles à assumer. Ben, ils vont assumer. Et là maintenant, il faut saluer plutôt leurs militants qui n'ont pas accepté que ça se fasse comme ça l'était. Il faut vraiment saluer leurs militants qui ont été à la hauteur. Ils ont convaincu dans ces dirigeants face à quelle machine? Une mastodonte comme le RDPC. Ça, il faut le reconnaître. Mais maintenant, comment déconnecter donc le côté négatif hein, au côté positif? Comment faire? Et c'est ça qui va faire. Donc il faut qu'on discute. Et j'ai demandé à mes équipes de mettre en place des médiateurs. On va essayer de discuter et de voir dans quelle mesure faire des rapprochements. Parce que vous pensez peut-être que si un membre du gouvernement du RDPC démissionne et dit qu'il revient vers nous, on ne va pas refuser. Au contraire, on lui donnera, n'est-ce pas, une bonne place. Donc, à plus forte raison. You said that they cannot be manipulated, even though that's not totally impossible. But you said that they cannot be manipulated. But what about the idea that the fact that they are presenting their candidacies, Minister Bello and Minister Issa Chiroma, what do you think about the idea that is going to kind of disperse votes that should have gone to a serious opposition leader that will contribute in achieving your objective of pushing out the Biya regime? The votes will be dispersed. That should have gone to, for example, Professor Maurice Kamto, if his candidacy is accepted and validated by the institutions organizing elections in Cameroon. All the votes that should have maybe gone to Professor Kamto or to O.C. Joshua will now be dispersed between him and Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maigari, and at the end of the day, it will somehow favor the CPDM in one way or the other and will disfavor those who are fighting for change like you. Non, j'ai entendu beaucoup de théoriciens, donc ceux dont l'exemple que vous citez, beaucoup de théoriciens l'ont brandi. Et c'est très difficile. On ne peut pas les suivre. On ne peut pas les suivre parce que l'objectif, ce n'est pas de voter Chiroma. Je vous ai dit, l'objectif, c'est de faire partir le régime. Et ça demande une certaine concentration dans l'effort, d'aller vers les urnes. Et on sait que, bon, ils viennent de débarquer, n'est-ce pas, du gouvernement. Les gens, le peuple n'est pas bête. On réfléchit aussi. Donc, ils seront là. Ils vont apporter ce qu'ils ont comme bagage. On va leur donner la place qu'il faut et pour que le travail soit donc conséquent. Mais dire que c'est difficile, je n'arrive pas à intégrer ça dans le processus. Hein. Bon, bref, c'est quand même des compatriotes. Hein. Ils ont commis des erreurs, c'est vrai, de stratégie. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils ont été bernés. Mais comment comprendre ça? Après presque 30 ans, vous êtes assis et puis vous vous rendez compte qu'on vous a...
Alors venir dire que l'opinion vous porte encore, c'est trop osé quand même, je trouve. C'est osé. Dire qu'on va encore, ils vont diviser, n'est-ce pas, non. Alors lorsqu'on parcourt la lettre que le ministre Issa Thiro Bakari a adressée au peuple camerounais, pour revenir là-dessus, il dit aujourd'hui la situation de notre peuple est grave. Et effectivement, il donne un certain nombre d'éléments dans la lettre qui traduit ces éléments, qui traduisent, n'est-ce pas, cette gravité, la gravité de cette situation. Il dit, je le dis avec gravité, le moment est venu pour le régime en place de se retirer avec dignité. Plus loin, il dit, levons-nous pour que le Cameroun redevienne l'affaire de tous et que le pouvoir revienne enfin au peuple. Et plus loin, il dit, le Cameroun doit tourner la page de l'abus, du mépris, de la confiscation du pouvoir. La démocratie véritable, c'est celle qui accepte la défaite, respecte l'adversaire et honore la parole donnée. Je continue toujours dans les extraits. Un État fort n'est pas un État brutal. C'est un État présent, juste, organisé, capable d'anticiper les menaces et de répondre avec vigueur et humanité sans jamais renoncer aux libertés. Quand vous entendez le ministre Thiro le dire, vous dites bravo, il a enfin compris, ou vous estimez qu'il est en train de trouver des éléments pour justifier son départ du gouvernement. C'est du judo. Se relancer. Non, c'est du judo intellectuel. C'est du judo intellectuel. Du judo intellectuel? Voilà, donc on dirait qu'il découvre le soleil. C'est du judo intellectuel. Tout en français facile. En français facile, c'est des choses que nous côtoyons au quotidien. Pour le commun des mortels au Cameroun, nous savons tout ça. Par contre, et la majorité des Camerounais le récitent. C'est pratiquement une Bible pour tout le monde. Et bon, du coup, il sort du gouvernement, il découvre que bon, c'est déjà ça. Il rentre dans les rangs. Moi, ça, j'ai pas de problème. Le problème, et ça, c'est à eux de le porter d'ailleurs, le problème de la candidature, c'est ça la réalité de leur face-à-face avec le peuple. Mais sinon, ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Alors, si vous ne prenez peut-être pas ça au sérieux, vous dites que c'est du jeu intellectuel. Maintenant, si je reprends un certain nombre d'extraits dans cette déclaration qui font allusion à ce que d'aucuns pourraient qualifier de coalition ou de synergie des forces alternatives, qu'est-ce que vous direz? Lorsqu'il dit par exemple que dans cette transition, parce qu'il parle de transition, cette transition ne peut venir d'un seul homme, ni d'un seul parti. Elle doit être portée par un sursaut collectif. Et plus loin, il dit, je lance un appel clair. Unissons-nous, main dans la main, regardons ensemble vers une seule direction, un Cameroun uni, juste, solidaire, pacifique et fraternel. Et plus loin, vers la fin, n'est-ce pas, de son intervention, il donne également des indications qui font penser qu'il veut mettre sa force avec d'autres dans le sens du changement souhaité. Il dit cette bataille ne sera pas gagnée par un seul homme, ni par un seul parti, elle sera gagnée par un peuple debout, rassemblé, mobilisé. Est-ce que, au moins ça vous rassure, de ce qu'il est ouvert à d'autres formations politiques dans le sens du changement dont il parle? Jusque-là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que c'est des choses qu'on connaît, c'est ce qu'on se dit depuis longtemps. C'est ce que le groupe de Douala dit. Vous voyez, par exemple, la plateforme de Mme Damdouer par rapport, n'est-ce pas, aux éléments du code qu'il faut, le code électoral, qui ne tiennent pas debout. Ça fait un siècle qu'elle court avec ça, au point où elle va même au palais juste pour la fête, mais profite pour dire au président que mais qu'est-ce que vous faites de notre code électoral? Il dit qu'il n'a pas vu ça. Mais les Chiloma, ils étaient au courant. Maintenant, il veut compétir dans ce cadre-là. Je crois qu'il a même soulevé cet aspect-là. Bon, alors, il veut donc compétir, et le laps de temps qui reste, pendant qu'il a passé un siècle avec le système, avec Bello, du coup, ils se rendent compte qu'il y a un problème, et ils veulent donc marcher aux côtés de ceux-là qui ont défendu des années cette cause. Je ne sais pas qu'est-ce que l'opinion, qu'est-ce qui se dégage en eux. C'est ça mon problème. Est-ce qu'ils sont crédibles aux yeux de l'opinion ou pas? Chacun, nous sommes des croyants. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. C'est pas possible. Si vous dites que
c'est une bonne piste. Ce que vous n'avez rien dans la tête. Ils ont commis des bévues. Je crois qu'ils doivent s'aligner dans un premier temps. Tout ça, la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est effectivement d'aller vers l'objectif, c'est-à-dire le président Biya, c'est lui qui doit partir. Tout ça, c'est le président Biya doit partir. But he seems to be speaking Et your language. je voudrais donc pour cela, je voudrais donc m'adresser de façon directe à l'opinion camerounaise, notamment les administrateurs, là, ceux du commandement. Vous avez les 10 gouverneurs qui sont à la retraite qui sont là. Les 10 gouverneurs. Je ne sais pas combien de préfets sont à la retraite, mais sont là. Donc l'autorité administrative, elle est corrompue jusqu'aux chaussettes. Elle est là pour faire le job. Je n'ai pas entendu ça dans les lettres les notes de Chiroma. Je n'ai pas vu ça dans la note de Bello, parce qu'il y a 6 points dans la note de Bello. Et la corruption dont il parle dans le point 4 Bello, par exemple, qui l'a amené la corruption? C'est les politiques. Et c'est eux qui ont accompagné cette politique pendant plus de 27 ans. Et du coup, on se rend compte que le pays, les gens sont corrompus. Alors, donc, je voudrais m'adresser, moi, personnellement, je voudrais m'adresser aux magistrats. Parce que c'est eux qui vont dire le droit pour dire, voilà, c'est elle qui a gagné. Je voudrais que ces gens-là, que j'apprécie, qui sont bien formés, ne se mêlent pas de la politique. Les hommes en tenue, notamment la police, la gendarmerie, l'armée, qu'ils s'occupent de leur travail, qu'ils nous laissent faire la politique, qu'ils ne se mêlent pas. L'armée, la police, ils ont déjà trop souffert de la corruption parce que c'est eux qui sont en train de mourir, que ce soit à Bakassi ou dans le Nozo ou dans les zones rouges, là, avec Boko Haram. C'est parce que les décisions ont été très mal ficelées, très mal orientées, et l'argent qu'on doit leur donner ne suit même pas. L'argent ne suit pas parce qu'il faut vraiment faire un cirque terrible pour sortir de l'argent affecté à tel. Donc il y a des retards d'engagement. Et c'est eux qui sont et qui en meurent. Il faut qu'ils laissent la politique jouer. Et que ces corrompus-là, à la fin qu'on les juge, ils ont fait trop de tort au Cameroun, trop de tort. Des gens sont morts comme ça, gratuitement. Et l'administration, c'est les hommes qui la pensent. C'est pas du prêt-à-porter, c'est pas dans les boutiques qu'on va prendre les trucs pour dire que voilà notre administration, c'est des hommes qui s'asseyent, qui la pensent. Quand ceux-là seront partis, on s'asseyera, on trouvera des solutions à nos problèmes. Mais, de grâce, que ces gens-là ne se mêlent pas de la politique. Qu'on trouve un moyen, que ce soit avec Kamto, les nouveaux venus dans l'opposition, Bello, Chiroma et tout ce monde, qu'on s'asseye, qu'on trouve comment faire partie. Donc, voilà, moi ça me plairait. Comment faire partie dans les 10 gouverneurs? Ça m'intéresse. Mais, ça va dire que... Vous venez de vous adresser aux autorités camerounaises, parmi lesquelles les magistrats. Jusqu'ici, Elections Cameroun n'a pas encore publié la liste électorale nationale. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent. La Cour d'appel du centre également s'est déclarée incompétente. Vous, en tant que leader politique qui veut l'alternance, que pensez-vous de la violation de la loi électorale et le refus de la justice de dire le droit? Non, ça c'est des délits, je dirais des délits mineurs. À mon sens, c'est des délits mineurs. Les vrais problèmes sont dans les laboratoires des sous-préfets, du corps administratif, c'est là-bas. Vous avez vu comment l'inquiétude générale dans le camp du régime a poussé le MINAT à Tanganyika à convoquer les chefs traditionnels au vu aussi de tout le monde pour qu'ils signent un engagement. Que eux, ils sont avec le régime, avec Biya. Ils vont supporter Biya et tout. Ça, c'est des choses qu'on doit s'asseoir, étudier et apporter des réactions
immédiate avant les élections. C'est pour ça que l'arrivée donc dans l'opposition véritable, si ça s'avère comme ça, cela, de Bello ou de Chiroma, moi ça m'intéresse parce qu'ils connaissent ces choses-là. Ils connaissent ces gens. Ils les connaissent bien. Donc, essayons de les mettre à l'épreuve. C'est bien beau de dire, ok, ils sont corrompus et tout ça. Bon, oui, mais non. Ils ont quelque chose à apporter. Si jamais ils vous déçoivent, ou ils déçoivent le peuple camerounais, on avancera quand même. Sans eux. On avancera. Kamto est là, non? Kamto est là, on le sait, il a un camp, il a un camp. On va avancer avec Kamto. Donc, il y a toujours un plan B. De façon générale, vous voyez, nous avons intérêt à collaborer. Et c'est ce que le ministre Chiroma a dit dans sa note, que ce soit Bello, Chiroma, nous, qui étions donc depuis un certain temps dans l'opposition dure. Bon, alors si un commence à présenter des signes de faiblesse, on va quand même avancer, on ne va pas attendre. Parce que les délais sont là, c'est des délais institutionnels, on ne peut pas les contourner. Et puis le schéma, il va jusqu'à fin 2026. Donc la course qui va commencer là va s'arrêter seulement s'il n'y a pas incident majeur. Donc vraiment, je souhaite que les autorités, le corps en tenue, qui ne se mêlent pas de la politique. C'est mon vœu le plus... Et là, on va régler le compte au parti au pouvoir, sans problème. Alors, vous dites que vous semblez dire que ces deux leaders politiques, que ce soit le ministre Chiroma ou le ministre d'État Bello Bouba, semblent disqualifiés du fait qu'ils ont participé d'une façon ou d'une autre à ce système qui a échoué et dont eux-mêmes ils en présentent les conséquences. Mais est-ce que l'ancrage politique de ces deux leaders politiques, justement, ne peut pas être un atout qui peut être exploité par les forces du changement dans le cadre, justement, de ce changement qui est, ou bien de cette alternance qui est souhaitée. Il faut quand même rappeler que l'UNDP a des sièges à l'Assemblée nationale, 7, le FSNC, 3 sièges, l'UNDP a des sénateurs, l'UNDP a tout un conseil régional. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, dans ce projet d'alternance? Oui, c'est des éléments visuels, issu d'un contrat, d'un précédent contrat. Maintenant, il y a un nouveau contrat qui va donc se faire voir, ou le non-contrat d'ailleurs. Et à partir de là, donc, on ne peut plus jurer de ce qu'on avait. C'est sur cet angle-là qu'il faut viser donc les objectifs. Ils ont profité de l'ombre du régime pendant longtemps, qui va leur être retirée. Et du coup, pour Chiroma, elle est déjà retirée. Cet homme n'existe plus pour Chiroma. Donc, il est comme nous maintenant. Et est-ce que les quotas qu'ils avaient, parce que je sais qu'à Garoua, l'UNDP avait une réservation pour ce qui est de madame, la femme du fils d'Aïlio. D'office, on savait qu'elle allait être, elle avait le choix. Soit, bon, elle dit, bon, maintenant, là, moi, je vais être député. Ah, ben, on lui donne. Et là, on dit, non, maintenant, je veux être maire. On lui donne. Donc, ça, c'était un quota. Et si Bello s'en va, je ne suis pas sûr que ce quota va lui être remis. Encore que l'opinion qui est là, qui juge leur mandat, qui pratiquement est nul. Parce que vous passez devant la maison même de cette femme-là, qui est députée depuis un siècle, et ben, vous sautez les trous. Député pendant je ne sais pas combien d'années, maire pendant je ne sais pas combien d'années. Donc l'opinion, le peuple, les gens regardent. Ils n'ont pas pu arranger, ne serait-ce que même les routes devant leur portail. Alors donc le bilan est très, très négatif. Rien que pour ça, la sanction peut tomber à tout moment sur chacun d'eux. Mais il y a toujours ce mais-là qui vient. C'est des gens qui ont quand même accumulé un certain nombre d'expériences qui peuvent servir
peuvent servir. Bello, c'était quand même le Premier ministre, Bello, quand Mitterrand était venu à Garoua, je crois en 83, juin 83, il y a eu une tentative de coup. Il y a eu une tentative. Et Bello était Premier ministre. Il s'était dit que si le président Biya arrive à Garoua, qu'il n'en parte plus. Et ils ont exclu, nous on était à Garoua, mon père était là, c'était le gouverneur. Et il s'était dit qu'au gouverneur, on ne dit rien. Et quand Bello arrivait à Garoua, il dormait dans un boucarou dans notre clôture, comme on dit, le boucarou A. Et donc quand il arrive, on lui fait dire par, je crois, le colonel Ngoura, que voilà les consignes. Et lui de demander est-ce que Ousmane est au courant, donc mon père, est-ce que Ousmane est au courant? Il dit non, 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 lui on ne le met pas dedans. Il dit ah, dans ce cas, je ne suis pas dedans. C'est comme ça qu'il sauve le président Biya. Parce que le président Biya venait donc pour cette rencontre avec Mitterrand et tout. Donc il a joué des grands rôles. Aujourd'hui, si il peut se reposer tranquillement, non, on peut l'aider. Mais venir courir encore, je pense que ce n'est plus intéressant. What about the political strength of the two parties, the Cameroon National Salvation Front and the Union for Democracy and Progress, their political strength in their political base? Is that not an element that can be exploited? At least we saw some recent times that Issa Chiroma Bakari went to his political base. He was received by a crowd of militant supporters and sympathizers. So even though the performance that you're indicating seems to be very poor on the ground, giving signals that his followership might have reduced, or the followership of the two of them might have dwindled significantly, but there's still a followership that can be exploited. Don't you think so? Bon, déjà, chacun est ce qu'il est. Hein. Bello est comme il est. C'est un monsieur assez taciturne. Il ne s'ouvre pas beaucoup. Chiroma est extraverti. Il discute avec n'importe qui. Et leur approche donc de la chose publique, ça se répercute donc sur leur approche de la chose publique. Mais je pense qu'eux-mêmes auraient intérêt à être plus soudés que ce qu'on voit là maintenant. Parce que Issa est parti en tête, il a déclaré sa candidature. Quelques jours après, l'autre vient dire que ça ne rassure pas l'opinion. Déjà. Et là maintenant, compte tenu donc des flagellations que j'ai évoquées en termes de participation au système, personne ne peut croire en eux dans ces conditions-là. Personne. Et en plus, il faut compter dans le cadre, n'est-ce pas, de compétition à la magistrature suprême. Il y a le côté première dame aussi qui joue. Est-ce qu'ils ont des dames qui rassemblent? Est-ce qu'ils ont des dames qui sont préparées pour pousser l'opinion vers leur mari? Est-ce que donc il y a ces problèmes-là qu'il faut revoir? Donc avant, n'est-ce pas, toute chose. Alors, pour le reste, vraiment, je ne me mêle pas de façon très rapprochée de leur politique, n'est-ce pas, de campagne, de propagande. Il vaut mieux les laisser donc déployer eux-mêmes leurs forces et faiblesses. Nous, on observe et on donne notre avis sur... Voilà. Alors, dans une sortie, je crois, en rapport avec les rencontres dont je parlais tout à l'heure, à Garoua, à Ngaoudéré, avec la plateforme que vous avez mise en place, à la suite des discussions que vous avez eues avec d'autres leaders, vous avez, dans les considérations indiquées, vu la vétusté du panel politique de l'opposition dans la région septentrionale du Cameroun. Et si je mets bout à bout les différents éléments avec ce que vous avez indiqué au départ de cette émission, dites-nous la vérité en face, Obaka Ousmane Mey. Est-ce qu'il y a
un projet de retour du pouvoir dans le Nord, un projet qui serait porté par l'essentiel des élites, des dignitaires politiques de cette partie du pays? Alors, l'indication que vous avez donnée sur la vétusté, n'est-ce pas, elle n'est pas feinte, vous la constaterez vous-même. Il y a une couche du personnel politique d'un certain âge qui est en train de disparaître. Amadou Ali est parti, Dakole est parti, Moustapha on ne le sent plus, parce qu'il est coincé au palais. Voilà, Bello est en train de montrer ses limites, parce que bon, aller à gauche, à droite, pour quelqu'un comme lui, c'est pas crédible. Voilà, Issa, donc il y a une nouvelle génération politique qu'il faut conforter. Il y a une nouvelle génération. Vous avez, souvent d'ailleurs sur votre plateau, le jeune Cissé Bamanga, voilà des jeunes du Nord qui veulent porter le projet. Des jeunes du Nord qui ont à dire et qui sont connectés aux réalités, mais que personne ne veut laisser passer. Et vous avez en face des gens qui, en réalité, n'ont plus rien à donner, mais qui sont là, qui refusent de partir. Parce qu'ils disent qui est plus vieux que qui. Alors, le président Biya a 93 ans, 43 ans au pouvoir, en termes de présidence, avec ouais, Premier ministre et tout ça. Et les jeunes, on en a assez. Je vous ai dit, il y en a assez. Bon, alors, comment on fait? C'est ça donc la réalité du problème. On ne peut pas les exposer pour le moment parce qu'ils doivent vivre, ils doivent manger. Et on est obligé d'éviter le scénario de 92 où le président Bello est arrivé, tout le monde est sorti, on dit ok, nous c'est Bello, l'UNDP, et puis après tout le monde s'est cassé la figure. Les gens sont tombés en faillite, il y a eu des gens qu'on a arrêtés, alors qu'on n'a pas réglé nos problèmes. On n'a pas réglé le problème du 6 avril. Les corps n'ont jamais été remis. Les gars qu'on a tués en Fou, en Balmayo, les corps n'ont pas été remis. On a le cas de Guérandi qui est encore, comment dire ça? On n'a pas encore discuté où il est. Et vous voulez qu'on expose encore ces jeunes-là? Donc, nous avons la conscience assez chargée et nous essayons d'éviter au maximum les clashs. C'est pour ça que je vous dis, vous avez par exemple le MRC qui a décidé d'aller au four et ça fait les casses que vous voyez. Nous, avec les difficultés que nous avons, avec le pays, l'arrière-pays qui est complètement abandonné, s'ils peuvent avoir 50 francs pour envoyer aux vieilles mamans là-bas pour manger, on les couvre d'abord. Mais il y aura un appel pour leur dire c'est bon, l'heure est venue, sortez. Et parmi les jeunes que vous avez évoqués, ouais, il y a Guibaï Gatama, et qui dans une publication récente sur Facebook indique que les nordistes sont soudés aujourd'hui plus que jamais. Selon lui, les questions ethniques et religieuses n'ébranleront pas la cohésion des nordistes. Que répondez-vous face à ce discours? Ça sera très difficile d'ébranler, parce qu'en fait, c'est pas l'homme que vous voyez, c'est l'âme du Nord qui est en danger. Et cette âme-là, nous la partageons tous. Et c'est elle qui nous fait tenir, c'est elle qui nous fait donc, si vous voulez, traverser dans ces rivières. C'est grâce à cette âme-là. Et personne ne peut nous l'enlever, c'est pas possible. Parce que c'est comme ça qu'on est. Vous voulez qu'on l'abandonne à qui? On va porter la croix jusqu'au bout. Et ce que Guibaï dit, il a juste dit ce que tout le monde pense. Et il faut d'ailleurs le féliciter parce que Guibaï a pris beaucoup de coups aussi. J'espère qu'on verra tous ensemble la fin de règne de Biya. Et donc c'est la conclusion, ou si vous voulez, la confirmation de ce que beaucoup considèrent comme cette prophétie qui aurait été faite par le ministre Amadou Ali dans les câbles du Wikileaks et qui indiquait clairement que le Nord va continuer de soutenir le président Biya, mais que tous ceux qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui, sachent que lorsqu'il ne sera plus là, le pouvoir devra
retourner dans le Nord Cameroun? Le pouvoir doit, parce que on peut. Et là maintenant la volonté y est. Je ne vois pas comment on ne peut pas le prendre. Qui peut nous prendre le pouvoir? Qui? Le Wikileaks d'Amadou Ali, c'était une prémonition pour lui, parce qu'il avait ses rancœurs, il avait des bagarres, n'est-ce pas, administratives dans le gouvernement, et il a vécu beaucoup de coups tordus, si vous voulez. J'en sais un peu, il a vécu beaucoup de coups tordus, mais il voulait se retirer. Il voulait se retirer, le président lui a dit non, tu m'accompagnes jusqu'au bout. Et dans sa rancœur, il a dû lâcher que bon, écoutez, ce monsieur, après lui c'est fini. C'est humain. Mais cette affaire, il faut plutôt voir le côté statistique. Ne voyez pas le basculement d'un homme. Voyez les statistiques. Est-ce que le Nord a assez de levier pour porter cet objectif-là à terme? Vous trouverez qu'on remplit toutes les cases. Toutes les cases sont cochées. C'est juste le message qui n'est pas sorti. Mais on coche toutes les cases. Sauf que on n'est pas seul à avoir, n'est-ce pas, cette intention. On n'est pas seul. Et je me suis fait révéler, cette confidence m'est arrivée à l'oreille il n'y a pas 72 heures, que Franck Biya n'abdique pas. Ils sont dans un complot souterrain. Et je sais qu'ils ont pris quand même beaucoup d'argent à un ministre, un ancien ministre. Ils ont pris beaucoup d'argent, qui a travaillé cet argent dans les 250 millions d'euros hors budget. On ne sait pas où cet argent-là est parti. What are the proofs that you have about that allegation? C'est la victime qui m'a dit ça. Ce n'est pas suffisant pour faire ce type de dénonciation et en parler en autovision. J'ai vu le document. J'ai vu le document. C'est un document que vous pouvez rendre public? J'ai vu le document. Je ne suis pas le propriétaire. Mais ça fait 163 milliards de francs CFA hors budget qui ont disparu dans la nature. Et parce que c'est une accusation quand même assez grave. Oui, mais le Premier ministre est au courant. Parce que la victime est allée voir le Premier ministre avec cette requête. 163 milliards hors budget qui ont disparu dans la nature. Peut-être qu'il faut dire aurait, au conditionnel. Qui ont disparu. Je mets quiconque à machin pour me contredire. Je ne cite pas le nom de la victime, mais je cite les montants. Je cite, n'est-ce pas, la démarche. C'est que le Premier ministre est au courant. C'est pour arriver à quelle conclusion? C'est pour arriver à la conclusion que cet argent a été planqué quelque part. For what purpose? Et ainsi. Dites-nous, puisque vous semblez en savoir davantage. Bon, je dis, à mon niveau, je dis que c'est très louche que 163 milliards disparaissent. C'est très louche. Et il y a des petits signes au niveau du palais qui montrent que le gars n'a pas lâché. Je m'arrête là pour le moment. Right, so seeing that power has to go back to the north, are you not limiting the possibility of that power actually going back to the north by putting this to the fore? Because even if there is a candidate from the north and the whole Grand North, there are 3 regions vote for that candidate, and the other 7 regions do not vote for the candidate. That could be a room for that power not to go back to the north. Because right now we are also talking about an issue of an Anglophone president. There are some who are saying that for the past close to 5 decades, we've had a president, we've had Francophone presidents. The first president, the second president, all Francophones. Now it's time for power to go to an Anglophone. There are also, you must have heard about that. And there are others who are now saying that, no, it is time for someone from the West
to lead, even though there are some fellows who have been saying that Ebamleke cannot lead, which really is unconstitutional and does not respect any norms of any society. But all these talks are coming in, and you are saying that power should go to the north. Non, arrêtez de rêver, c'est pas le Père Noël, les élections, c'est un rapport de force. Si le nord-ouest, le sud-ouest, si ils ont les leviers pour prendre, ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à se battre pour prendre. Tout le monde doit se battre. Nous, on va se battre et on est convaincu qu'on va le battre. Parce que du coup, comme vous l'avez dit, ça fait 3 régions. 3 régions, c'est pas rien. Et les plus peuplées, je dirais l'extrême nord. And even in those 3 regions, you still have people like Mamadou Moussa, who is the first vice president of the CRM. You have the SDF, which has its own officials on the ground. You have Cabral Libiwa, so it is not even certain that all of the people in those 3 regions would vote for, necessarily for a candidate from the north. Nous avons déjà atteint un niveau de force coercitive légitime. Je peux dire que Cabral Libi ne bat pas campagne dans le nord, il ne va pas battre. But that would be a violation of his rights. Oui. And you're Comme vous voulez qu'on vous dise les choses. You're the president of an organization which talks about justice, Justice Plus. And you're saying that yes, to violate the right of a political leader from j'ai pris un cas de figure. Things like that. Je dis, on a donc la force coercitive légitime déjà. Donc, je ne vais pas trop bavarder. Mais qu'est-ce qui vous donne la conviction qu'il pourrait avoir une synergie de forces des dignitaires ou des élites du septentrion pour permettre, par exemple, de réaliser ce projet? Pourtant, lorsqu'on regarde dans la trajectoire politique de ces leaders politiques qui sont en train de quitter la scène, vous avez dit, on a plutôt le sentiment que cela peut être complexe. Souvenez-vous, en 92, le pouvoir aurait pu basculer. Si certains de ces dignitaires s'étaient, pour la plupart, mis ensemble. Souvenez-vous des élections législatives de 1992. Je voudrais, permettez que j'embraye, excusez-moi. Oui. En 92, le pouvoir avait basculé. Mais il y a eu des corrections au niveau d'Anzé Tchungi. C'est lui qui a triché. Je me rappelle l'ancien gouverneur de Bolova, le monsieur de Guider, c'est lui qui était ici à Yaoundé, qui était au centre, enfin à Yaoundé, au centre, au Maroukoué. Ça a donc fait objet de bisbille entre Omar Oukoué et Anzé Tchungi, je me rappelle. Oui, mais ce n'est pas Anzé Tchungi qui a donné les 6 sièges au Parlement pour permettre au RDPC d'avoir la majorité absolue. C'est justement lui. C'était Dako de Gaïsala. Oui, je dis. Parlons comme des Camerounais. Ne faisons pas de... Parlons comme des Camerounais. C'est Anzé qui... Comment vous pouvez vous imaginer que les chiffres soient nets? 18, vous avez l'UPC 18, Dakole 6 et Bello 68, de manière à faire juste pour basculer les choses. C'est extraordinaire. Mais à la fin, quelqu'un, quelque part, chuchote toujours que bon, enfin, on a essayé de... C'est Anzé Tchungi qui arrange ça. Parce que Bello passé, de 68, en réalité, il était au-delà de 80. Alors, on a donc mis les ciseaux. C'est pour ça, ce monsieur, bon, il faut quand même le respecter malgré tout. Sauf qu'à un moment donné, l'État, c'est quand même l'État. Il fallait donc survivre. Mais, en 92, Bia était dehors. Mais, ce qui s'est passé est arrivé. C'était pour aller dans votre sens. Mais en 1997, il y a un nouvel épisode. On se souvient du mémorandum du Grand Nord, porté par ces élites-là. Et quelques temps après, on sait ce qui s'est passé, chacun a pris sa route. Et ce qui devait arriver est arrivé. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment que demain, ce ne sera pas la même mécanique que le système ou le régime mettra en place pour diviser les fils du Nord, fragiliser cette synergie dont vous parlez, dans le sens justement d'empêcher que cela se réalise? C'est le bilan du régime. C'est le bilan.
c'est le bilan qui nous soude. Parce que tout le monde se rend compte qu'ils ont pillé, ils ont volé. Vous voyez le cas Marafa, par exemple, qui est embasté, ça fait 13 ans qu'il est... Bon, si la justice a décidé ce verdict pour lui, il n'y a pas de problème. Mais il dit qu'il est malade et qu'il voudrait aller se soigner. Mais les gars refusent. Par contre, vous avez Yves, avec qui il est dans le dossier, qui, tranquille, hein, il est en Europe. Vous avez l'ancien Premier ministre Inoni, qui a obtenu, je ne sais pas par quel, Essimi Meigné, volatilisé, mais lui, il veut se faire soigner les yeux, on refuse. Il y a ça, il y a Vamolke. Qu'est-ce que Vamolke leur a fait, on ne sait pas. Mais on lui refuse tout, malgré les expertises des médecins et la communauté internationale qui dit ces gars n'ont rien fait. Mais on les embastille. Alors, il y a, je ne voudrais pas faire du sectarisme, Madame Berthe, parce que je ne voudrais pas rabaisser le débat à ce niveau, mais c'est les faits que je cite. J'ai approché personnellement le dossier de IA. En interne à la CONAC, les gars m'ont dit c'est vide. Le dossier de IA est vide. On voulait le virer parce que quand même la fait capote. Alors tout ça, les gens, on en a marre, quoi. C'est tout. Et c'est malheureusement, c'est le Nord qui remet le pouvoir. C'est le Nord qui remet le pouvoir à Biya. Donc au Sud. Au Sud. Et le Sud n'a pas été, je peux dire, bon, quand je dis Sud, c'est pas les populations, non. La clique du Sud qui s'est accrochée au pouvoir n'a pas eu la conscience assez souple pour reconnaître quand même que le Nord existe. Ils n'ont pas ça. Et maintenant, on va leur montrer donc que c'est leur tour maintenant. Cette clique-là, je ne parle pas, ne confondons pas les choses. La clique qui est au pouvoir, qui gère donc ces crises de la manière qu'elle gère, c'est-à-dire la crise chez les Onozo, la crise chez nous, les vols, les pillages, c'est ça. Maintenant, on va les affronter donc, comme je disais tantôt. Alors, avant la dernière question de Julien Berthe Bissay, je voudrais vous rappeler, Obakar Ousmane Mey, dans une émission La Vérité en face, ici sur Equinox Télévision, c'était le 10 octobre 2021, au sujet justement des clans qui s'affrontent dans la perspective de l'après-Biya. Vous aviez indiqué que le moment venu, vous allez mettre du nucléaire dans vos 2 réacteurs. Aujourd'hui, avec l'actualité qui se précise, avec ces leaders, ces dignitaires politiques du Nord qui quittent la barque, on y est? Non, ça c'est des scouts qui partent. C'est des ogives, c'est des scouts. Si ça se limite là, aux scouts, c'est bon. Mais si les gars résistent, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va effectivement armer les réacteurs. Ça va être tiré. Puisqu'on a déjà les codes. Are you announcing possibility of chaos should the current regime is maintained in power? Tout est sur la table. Et Biya doit partir. Should we not be talking about a peaceful transition? Il n'y a rien à ajouter. Tout est sur la table. El Hadj Aboubakar, nous sommes à 4 mois de l'élection présidentielle. Quel est le message que vous envoyez ce soir aux millions de Camerounais? Non, les Camerounais n'ont rien à voir dans tout ça. Ils ont été tellement résilients, patients, endurants. C'est à la famille du président Biya que je m'adresse. Aidez-le à partir. Aidez-le à quitter le pouvoir. Aidez-le dans la dignité humaine. Soyez, parce que ce monsieur a déjà tout donné, il ne peut pas donner davantage. Et je prie
les hommes en tenue de ne pas se mêler de la politique. Je prie les administrateurs, là, les gouverneurs et tout ce monde-là, au moment de nous laisser tranquilles. Qu'ils laissent les politiciens travailler, qu'ils laissent l'administration, qu'eux-mêmes aillent en retraite. Parce qu'après, on fera moi je dis, on fera des audits. Tous ces retraités qui refusent de partir là, ils vont reverser ce qu'ils ont pris. Hein. Parce que quelqu'un est là, ça fait 10 ans, il est à la retraite, mais il ne part pas. Il y aura des audits dans l'administration, on fera ça. Et ils vont rembourser. Donc mieux vaut partir le plus tôt possible pour eux. Alors le message, il est donc à la famille du président Biya. Madame, c'est à sa famille. Aidez-le à partir. But it's not the family of President Biya alone that will vote in October. Cameroonians will have to vote. I'm sure you must have heard the message of Professor Abba Oyono and some other 7 other elites of the South addressed to the people of the South, asking them to vote wisely, asking them to think about the problems before voting in order to make an informed choice, in order to make a good choice that will bring solution to their problems. And you know that in the northern regions of the country, for a long time, the northerners have been considered by some as political tools that they can manipulate for one thing or the other to have one result or the other to their interests and so on. So why wouldn't you speak to Cameroonians who are the ones who will go to the polls to vote, to choose the leader, to choose their leaders? Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Pas grand-chose que je n'ai pas dit. Vous pensez peut-être que les gens du RDPC qui sont encore là, comment on les appelle, le bureau politique, qui ne se réunit pas, le comité central, est-ce que ces gens vont vous laisser le champ libre pour faire ce que vous voulez faire là? C'est pas possible. Alors, révéler tout ce qu'on a à faire ici. Moi je dis, ça ne correspond pas à notre comportement. Ça ne correspond pas. On discute entre nous et on verra, comme on dit, c'est le rapport de force. C'est sur le terrain que vous allez juger tout ça. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Infiniment merci à Ouaka Ousmane Mé d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face. Merci. Et bien évidemment, il est important de rappeler à nos téléspectateurs que, en tant qu'invité, vous portez la totale responsabilité des propos que vous tenez sur ce plateau et dans cette émission. Merci à vous, Julien Bertbissaï. Merci. Merci également à Jonathan Babila. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face chez Equinox Télévision. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Merci.